Et puis tout de suite une question. Qui aurait imaginé, il y a 20 ans, la France et l'Allemagne plaider en faveur d'une Europe à plusieurs vitesses? Europe 1, C'est arrivé cette semaine, spécial 20 ans. David Abiker. Bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Ancien ministre des Affaires étrangères, invité incontournable de l'émission depuis ses débuts. Hubert Védrine, merci de votre fidélité. Merci de votre invitation. On est à quelques jours de l'anniversaire, un autre, mais celui du traité de Rome, fondateur de l'Europe. Et voir deux de ses dirigeants, la France et l'Allemagne, plaider hier en faveur d'une Europe à plusieurs vitesses, est-ce que ce n'est pas un constat d'échec de plus pour les Européens ? Non, le constat d'échec, il est dans le fait que les peuples décrochent de plus en plus par rapport au projet, puisqu'il y a les vrais anti-européens, genre extrême droite, extrême gauche, puis tous ceux qui sont déçus, découragés, indifférents, voire allergiques à la réglementation à outrance. Ce sont les termes du président de la Commission. Bon, là, il y a un échec qu'il faut traiter pour surmonter. Dans l'affaire plusieurs vitesses, d'abord, c'est pas nouveau, puisqu'il y a déjà l'Union, il y a Schengen, il y a l'euro, il y a des projets particuliers, comme il y a eu Airbus. Et c'est très bien, personne ne peut être contre cette idée, mais elle est déjà organisée par les traités d'avant, ça s'appelle les coopérations renforcées ou structurées, mais c'était très peu utilisé, puisqu'en réalité, si on veut aller plus loin, mais c'est sur quoi, quel projet, il faut se remettre d'accord, donc c'est pas du tout, c'est pas nouveau, mais c'est très bien. C'est un peu anxiogène pour certains pays d'Europe centrale quand même. Non, pas du tout, parce ils font tout un numéro exagéré, là. Il ne s'agit pas de détruire les fondamentaux communs de l'Union européenne, mais dans certains cas, dans certains domaines, de faire plus ensemble. D'ailleurs, c'est ce qu'ils veulent faire eux-mêmes dans leur propre groupe. Mais ça ne répond pas à la question du décrochage des peuples. Et c'est une bonne idée, pourquoi pas. Hubert Védrine, quand vous nous avez fait l'amitié de venir parler des 20 dernières années de l'actualité internationale et de cette Europe un peu malade, vous m'avez dit, mais c'est pas les 20 dernières années qu'il faut scruter, il faut aller au-delà. Oui, vous me demandez qu'est-ce qui s'est passé de vraiment important. Et pour moi, l'élément important qui englobe tout le reste, c'est qu'après la fin de l'Union soviétique, donc fin 91, à partir de 92, donc le fameux monde global qu'on a un peu de mal à définir, qui est un monde semi-chaotique, ça n'a pas été du tout ce qu'on espérait, nous les Occidentaux. Les Américains croyaient avoir triomphé, vous vous rappelez on disait la fin de l'histoire aussi. Fin de l'histoire, faute de combattants, parce que tout le monde est d'accord sur la démocratie de marché. Et les Européens croyaient entrer dans un monde idéal qui est celui de la communauté internationale, avec la Cour de justice pour punir les méchants, enfin, vous vous rappelez tout ça. Donc les Européens ont rêvé, éveillé par rapport à tout ça, et aujourd'hui, ils se retrouvent dans Jurassic Park. Donc ça donne Jurassic Park. Ça donne oui, avec des monstres qui circulent dans la forêt la nuit. Bon. Mais c'est qui les monstres ? C'est toutes les autres puissances qui se réveillent, alors que les Européens croyaient que tout allait se traiter par la prévention des conflits, les normes, la discussion, etc. Et quant aux Américains, ils ont énormément de mal à s'adapter au fait majeur, vrai, qui est la fin du monopole des Occidentaux dans la conduite de l'histoire du monde, qu'on avait eu depuis les débuts de la colonisation, qu'on croyait avoir gardé par nos visions universelles, par l'ingérence, par ceci, par cela. Ce n'est plus le cas. Et regardez les Américains, depuis 4 élections présidentielles, ils passent d'un extrême à l'autre, comme un malade qui se retourne à cause de la fièvre. Quand vous dites un extrême à l'autre, ça veut dire que Trump est un épiphénomène dans cette succession de présidents américains je connais pas la suite, contradictoires dans la politique étrangère. Que les Américains passent de Clinton à George W. Bush, qui était le contraire, qu'il repasse à Obama, qui était absolument le contraire. Après Obama, il passe à Trump. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, vous voyez ? Ils ont énormément de mal à s'adapter à ça. Et nous, les Européens, qui avions donc rêvé, éveillé, on a beaucoup de mal à revenir dans le monde réel et savoir comment surmonter ça. Et tout le reste du monde galope. Les fameux émergents, ils ne sont pas d'accord entre eux, mais enfin, ils galopent, la Chine en tête. Donc c'est ça le fait majeur. Et toutes les questions qu'on peut se poser sur l'état du monde aujourd'hui, c'est à l'intérieur de ce tableau. Quand vous dites les autres pays du monde galopent, c'est une belle image. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce galop ? Ils sont confiants sur leurs valeurs, ils sont confiants sur leur économie, confiants sur éventuellement leur puissance militaire. Galoper pour un pays, ça veut dire quoi, Hubert Védrine ? D'abord l'économie. C'est des pays à croissance forte. La Chine, maintenant, ils sont à 6,5, mais ils ont été à 15 pendant des décennies, donc il y a une espèce de décollage de fusée. Les émergents, il n'y a pas que la Chine, il y en a 50, 60, il y a des tas de pays petits ou moyens également émergents. Donc ils se développent, il y a des classes moyennes qui ont un pouvoir d'achat, qui commencent du coup à vouloir aussi en matière politique que leurs droits soient respectés, et c'est pas nous qui sommes chargés du monde, ce n'est plus le cas en fait. C'est ça qu'on a du mal à intérioriser. En revanche, il y a une dynamique démocratique, je ne sais pas, mais en tout cas de respect des droits qui est à l'œuvre dans tous ces pays. Et le fait qu'on devienne un peu spectateur de tout ce qui se passe dans le monde, alors qu'on voudrait pouvoir s'occuper de tous les drames, etc. C'est très très frustrant pour des peuples comme américains, français, etc. Donc on a un problème d'adaptation énorme
indépendamment de toutes les questions compliquées de comment on fait fonctionner l'Europe. Et on ne voit que les crises, Hubert Védrine. Vous parliez tout à l'heure de l'effondrement de l'Union soviétique. Dès qu'on voit ressurgir une frontière, un mur, le mot de protectionniste, c'est un peu la panique. On se dit, voilà, on revient aux années 30, quoi. La comparaison me paraît totalement sans fondement. C'est une paresse intellectuelle de redire sans arrêt, ça y est, les années noires. Bon, ça, c'est faute de réflexion. Mais le fait qu'il y ait des frontières, il y a des frontières. Régis Debray a écrit un très bel éloge des frontières. Les peuples veulent savoir où est-ce qu'ils habitent. Ils n'ont pas envie d'être dans des maisons sans porte ni fenêtre, quoi que racontent les moralistes. Bon, ça ne veut pas dire fermeture, ça veut dire un peu gestion des flux. Les peuples, ils n'ont pas plus envie qu'il n'y ait aucune gestion des flux humains qu'aucune gestion des flux financiers. Donc quand ils demandent en Europe, par exemple, à garder un peu d'identité de souveraineté et qu'il y a un système Schengen qui fonctionne pour de vrai, en distinguant les demandeurs d'asile qu'il faut accueillir plus et la gestion des flux migratoires économiques qu'il faut gérer plus, en quelque sorte, ça n'a rien d'épouvantable comme demande. Et s'il n'y a pas de réponse raisonnable à cette demande, les peuples se mettent en colère et votent à l'extrême. Donc il y aura de toute façon des frontières, ce qui ne veut pas dire que ce soit fermé. C'est pas ça le sujet. Puis il n'y a pas que l'Europe. La question se pose en Australie, se passe autour du Nigeria, autour du Côte d'Ivoire, autour de l'Afrique du Sud, autour du Mexique. C'est pas la peine de pleurnicher là-dessus. Il faut essayer d'organiser intelligemment les flux qui vont pas cesser. Mais je distingue des réfugiés. Et en même temps, il y a une incarnation de ce nouveau monde à travers des présidents qu'on pourrait dire disruptifs, qui détonnent. On a Poutine, on a Trump, on a Erdogan, il y en a certains même en Europe centrale, peut-être demain en France, qui sait. Ça aussi, c'est déstabilisant et ça change les paramètres. C'est déstabilisant pour nos croyances. Que vous appelez les valeurs. Les croyances des élites, les croyances de la pensée unique. En grande partie. Mais ce n'est pas déstabilisant pour des Chinois, par exemple. Les choses se passent à peu près comme ils le souhaitaient. Les Russes, même si en Occident, les gens n'aiment pas Poutine, ils sont plutôt fiers d'avoir un président qui dit « la Russie paillasson, c'est terminé ». Vous voyez, la Turquie, c'est plus compliqué, une espèce de mélange de nationalisme, d'islamisme, etc. Mais c'est peut-être qu'on s'est fait aussi des illusions sur la Turquie. Donc voilà, on est plutôt, c'est mon idée en tout cas, on peut la contester, mais on est plutôt en train de gérer l'effondrement de nos illusions. Il est temps de reprendre pied pour gérer tout ça, y compris comment on se comporte avec Poutine, comment on se comporte avec Trump. On devrait dire en gros, vous racontez ce que vous voulez, on s'en fiche, et nous, voilà quels sont nos objectifs et on continue. Plutôt que d'être terrorisé sans arrêt sur ce que Trump pense qu'il va faire, qui il va nommer, on devrait dire... Oui, c'est la sidération. Voilà, il faut dépasser la sidération. Justement, tiens, on est en campagne présidentielle, quel est le programme qui, dans sa vision de politique étrangère, dépasse la sidération? Qui a une vision de politique étrangère? On a le sentiment que les candidats n'ont pas envie de parler du monde, encore moins d'un éventuel leadership de la France quelque part. Bon, c'est pas mon genre d'aller donner des notes à des candidats à l'élection présidentielle. Alors, certains d'entre eux, on va pas dire la liste, ont des positions sur tel ou tel point, ou ont pris une position, fait une déclaration, des postures, mais globalement, il me semble qu'ils n'ont pas le sentiment d'avoir besoin de développer ça pour gagner. C'est ça qui est frappant. Et vous soutiendrez quel type de candidat? Je me déterminerai le moment venu. Mais vos critères à vous? Vos critères à moi, c'est quelqu'un qui arrive à provoquer un sursaut dans ce pays, que la France retrouve confiance en elle, qu'elle fasse à sa façon les fameuses réformes dont on parle tout le temps et qu'on ne fait pas parce que tout le monde bloque, et c'est la condition nécessaire pour qu'on soit à nouveau réentendu. Donc cette capacité de réentraîner en faisant la réforme et en étant quand même compris, sans antagoniser la France qui est déjà très très écartelée. Voilà mon critère. Mais de toute façon, dans aucun pays, aucune démocratie au monde, les gens ne sont élus à partir de leur politique étrangère. La délégation européenne qui est à la charnière entre les deux. Et il faut quelqu'un qui ait une ambition réaliste pour l'Europe. Un mot, Hubert Védrine, sur le jeune homme que vous étiez à 20 ans. Vous faisiez quoi à 20 ans? À 20 ans, alors si je calcule bien, j'étais en train de préparer mon voyage en Afghanistan. Eh ben voilà, ça ressemble en voiture. Ça ressemble à l'Hubert Védrine qu'on a reçu ce matin pour ses 20 ans de cette arrivée cette semaine. Hubert Védrine, merci d'être venu nous voir ce matin. Je rappelle que vous venez de publier Sauver l'Europe, c'est paru chez Liana Lévy. Merci à vous. Très européen, pas européiste.